dans certaines séances que j'ai avec des personnes où je peux dire attention, c'est plus moi qui parle. Attention, là il y a quelque chose. Ça me dit de vous. Oui, ça m'arrive. Donc vous canalisez aussi des choses ? Vous percevez, vous ressentez ? En tout cas, je peux ressentir des choses et je peux ressentir que ça n'est pas, ça n'est plus moi. Ça n'est plus moi. Il y a quelque chose de plus grand. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Et si nous commencions par cette phrase d'accroche que j'ai trouvée très intéressante, chaque personne porte en elle une histoire à raconter. Alors de deux choses l'une, soit cette histoire vous la gardez pour vous ou pour votre cercle privé, soit vous décidez de la coucher sur le papier, d'en faire un joli livre, et puis ensuite, alors que vous en vendiez des milliers pour faire un best-seller, ou que votre livre reste dans votre bibliothèque, peu importe, le livre est écrit. Encore faut-il le construire, le structurer et savoir comment raconter cette histoire. Eh bien, j'ai aujourd'hui quelqu'un à vous proposer que je trouve absolument fascinante, qui s'appelle Françoise Pélissier, qui est là. Bonjour Françoise. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Une accoucheuse d'écriture. C'est classe. Vous mettez ça sur les cartes de visite, sincèrement, accoucheuse d'écriture ? Je mets ça sur mes cartes de visite, oui. Parce que vous avez d'autres, vous dites thérapeute en écoute profonde. Oui. Tout est lié. Tout est lié, en effet. Pour moi, la partie thérapeutique et la partie accompagnement, accouchement d'écriture sont intimement liées et la posture que j'utilise est la même. Et vous apprenez donc effectivement à tous ceux et celles qui ont envie de raconter leur histoire. Je disais en avant-propos qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on le garde pour soi et puis on la raconte jamais, on la met jamais par écrit. Oui. Soit on en fait un livre. Soit on en fait un livre et souvent c'est quelque chose qui est tellement important, qui transforme tellement que non seulement on en fait un livre, mais souvent on a envie d'en faire un deuxième. C'est vrai. Et parfois, et alors vous tombez admirablement bien parce que quand je dis que tout le monde a souvent le désir d'écrire un livre, moi j'ai envie d'écrire un livre. Et j'ai écrit les 50 premières pages, puis après, bon voilà, les aléas de la vie fait qu'on oublie, puis on y reviendra peut-être un autre jour. Mais c'est un art que de savoir écrire. C'est un art et j'ai envie de dire c'est un artisanat. Oui. C'est souvent porté, et notamment dans la culture française, comme un art. Et c'est vrai que ça demande un travail très important. Oui. Mais pour moi, c'est un artisanat parce que ça s'apprend. Et en même temps, j'ai envie de dire que je n'apprends rien aux personnes qui viennent écrire. C'est-à-dire que tout le monde sait écrire. On a tous appris à écrire d'une manière ou d'une autre. Techniquement, vous entendez ? Techniquement, oui. Mais même chacun a sa petite musique intérieure. Donc après, oui, il peut y avoir des choses qui sont très bateau au départ, ou très classiques, ou très inintéressantes, parce qu'on ne s'autorise pas à écrire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner la personne dans cette autorisation à écrire, d'abord pour elle-même, et ensuite, comment on transforme cette matière dans un livre qui va être accessible à peut-être un entourage, mais peut-être à des millions de lecteurs. Donc dans la structure de l'écriture, pour le coup, hein, c'est là où vous intervenez ? Plus que la structure de l'écriture, c'est vraiment aller chercher ce qu'on porte, ce qu'on a à raconter, comment on peut le raconter au mieux. Et puis parfois, et très souvent d'ailleurs, il y a l'histoire qu'on se raconte, la façon dont on le raconte aux autres. Et puis moi, j'entends derrière des choses qui sont pas exactement cette histoire-là. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher avec la personne ce qu'elle a véritablement à raconter derrière. Donc entre ce que la personne souhaite écrire et ce que vous allez déceler, donc votre rôle de thérapeute, pour le coup, vous allez faire émerger différentes facettes que la personne n'avait peut-être pas nécessairement envie de mettre en avant. Oui, ou dont elle n'était pas nécessairement consciente. Oui, c'est ça. Donc pour moi, c'est vraiment ce travail à la fois d'archéologue, et c'est pour ça que je parle d'accoucheuse, parce que c'est vraiment tout un travail de gestation
qu'on fait ensemble. Alors parfois les gens viennent me voir au départ en disant je veux écrire un livre, mais je ne sais pas par quel bout le prendre et je suis même pas bien sûr de ce que je veux écrire. Et puis d'autres viennent me voir avec déjà un manuscrit et en me disant ben voilà, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre sur le papier, mais soit je l'ai déjà envoyé à un éditeur ou à des éditeurs et je me suis pris un mur. Ouais, c'est ça, et ça arrive très souvent. Soit je sais plus comment continuer et je sens que c'est pas encore complètement arrivé au bout. Je sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé déjà sur le sujet et puis dégrossi et enlevé des couches. Mais ouais, c'est quelque chose de pertinent. Ça assemble des pièces de puzzle en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous lisez un livre que vous n'avez pas nécessairement accompagné, vous savez de quelle manière le livre a été construit, vous arrivez à voir si les règles, si tant est qu'il puisse y en avoir, ont bien été respectées ? Alors, c'est au-delà des règles pour moi. Bien sûr, il y a la partie structure, il y a la partie organisation et puis style, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, est-ce que la personne a été au bout de ce qu'elle avait à écrire ? Et pour moi, je vois beaucoup de livres qui sont édités, qui sont pas nécessairement des livres qui sont, entre guillemets, suffisamment finis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de travail de transformation. On peut être resté, c'est même des livres qui ont été primés, où quand je les lis, je me dis, ben voilà, la personne est restée par exemple sur la colère, mais elle n'a pas été au bout de, ok, mais on en fait quoi de cette colère ? Ok, je crache au visage de mes lecteurs tout ce que je n'ai pas réussi à transformer. Mais moi, en tant que lectrice, ce que j'ai besoin de savoir, c'est on en fait quoi ? Parce que la colère, je peux l'avoir aussi. Mais ça, c'est un ressenti, un sentiment que vous avez à la lecture, effectivement, de ces ouvrages qui vous est propre. C'est pas une règle que de devoir apporter toujours une solution à ce que on déverse. C'est pas une règle, mais pour moi, le travail de transformation, il se fait vraiment à cet endroit-là. Et l'écriture, en ce sens, est transformatrice. Et je le vois sur toutes les personnes que j'accompagne. C'est des accompagnements souvent au long cours. Mais oui, bien sûr. C'est entre 1 an et 3 ans, en moyenne, pour arriver au bout d'un livre. Et c'est vrai que les personnes, quand je les rencontre au départ et quand elles parlent de leur livre à la fin, ce sont plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Ouais. Il y a eu vraiment un travail de transformation. Oui, non, mais de toute façon, quand on parle d'abord d'accouchement, je trouve que c'est complètement vrai. Et puis c'est un exutoire. On sait combien l'écriture permet aussi de se révéler complètement et de dire les choses. Et là, c'est marqué dans le papier, pour le coup. Donc c'est pas un truc verbal comme ça qui s'envole. Non, c'est vraiment écrit dans le papier. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'en 2025, moi je trouve qu'il y a une noblesse à l'écriture et une noblesse au support papier et au bouquin. 2025, on est encore, alors qu'on est aux heures du numérique, de l'IA et autres, on a encore cet amour des livres ? Je pense qu'on a encore cet amour des livres, mais on est vraiment sur une phase de transformation. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de supports numériques. Je pense que ça n'empêche pas le livre d'exister. Alors, paradoxalement, il y a peut-être moins de gens qui lisent, en tout cas sur support papier, mais plus qui écrivent. Et je pense que le support papier, s'il est moins vendu directement en librairie, il passe de main en main. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre et qu'on a envie de partager. Et on le voit avec les boîtes à livres les boîtes aux livres qui sont un petit peu partout dans les petits villages ou dans les villes moyennes. Donc on voit bien qu'il y a un sens de ce partage de la lecture de ce qui a touché. Il y a aussi oui, c'est vrai que les boîtes à livres dans les parcs enfants, moi j'ai vu ça. Oui. Vous avez parfois un meuble là, et puis vous avez des bouquins à l'intérieur et chacun vient piocher un petit peu ce qu'il veut. Il y a des plateformes aujourd'hui qui impriment à l'unité. Oui. C'est ce qu'on appelle l'auto-édition. On déplore ça ou pas ?
Non, parce que je pense que c'est un espace où c'est important pour des personnes qui n'ont pas nécessairement vocation à trouver un éditeur, de trouver la possibilité d'avoir ce qu'elles ont travaillé, et parfois pendant longtemps, sous forme d'un livre. Et il y a et moi j'ai des personnes que j'accompagne en auto-édition qui en vendent quasiment autant que si elles avaient été éditées, voire peut-être même plus que si elles avaient été éditées par un petit éditeur. Parce qu'un livre c'est un peu comme un film, c'est-à-dire que le film, il peut être primé à Cannes et être mauvais. Hein. Exactement. Donc on peut être édité dans une très grande maison digne de ce nom, en vendre des milliers, voire des millions, et avec sans fond, quoi. Exactement, oui. Ouais. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une reconnaissance du milieu, mais c'est un tout petit milieu, et il y a quand même beaucoup d'entre-soi dans ce petit milieu. Et on a bien vu cette année, je pense, dans les prix, c'était toujours les mêmes noms qui sortaient. Ouais, c'est ça. Mais vous savez, ici on dit les choses, et souvent quand on parle de l'édition, c'est une petite mafia, hein. C'est un petit cercle. C'est un petit cercle. Je ne dirais pas une mafia, mais c'est un petit cercle. Bon, mais quand vous savez, et je le sais puisque j'ai monté une maison d'édition qui s'appelle Ilios Édition, et je sais à quel point l'opacité sur les ventes de livres. Moi, il n'y a pas un auteur qui est capable de me dire exactement combien il a vendu de livres, parce que chaque maison d'édition fait un blocage là-dessus et donne des chiffres approximatifs. Donc c'est quand même, il y a une opacité quand même. Bon, on est d'accord. Il faut bien dire les choses. Bon, alors moi je trouve, et c'est très intéressant, Françoise, on va voir de quelle manière vous accompagnez, et plus sur l'aspect bien entendu thérapeutique, parce que exutoire et cette libération que vous permettez, vous n'êtes pas une plume pour d'autres. Non, je refuse de l'être. Je refuse de l'être parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, ça serait souvent beaucoup plus rapide pour moi de le faire. Mais d'abord, ça ne m'amuse pas. Et ce que je fais, je le fais vraiment par passion et par plaisir. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est que la personne aille chercher en elle les ressources pour le faire. Parce que vous les entendez, les histoires, pour le coup. Tout à fait. Et vous les révélez, ces histoires, également, à ceux qui souhaitent l'écrire. Complètement. Mais vous pourriez donc, mais non. Mais non. Ça a été vraiment un choix délibéré du départ, de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'accompagner la personne dans sa propre écriture et qu'elle se l'approprie. Et vous êtes d'accord aussi avec moi, et ça, je fais un petit clin d'œil à ceux qui ne l'ont pas compris, qui se disent comment se fait-il que nous ne sommes pas invités sur ABC ? C'est pas parce qu'on est un bon écrivain qu'on est un bon orateur, et réciproquement. Oui. On est bien d'accord. Il y a des très très bons orateurs qui se disent parce que je suis un bon orateur, je vais écrire un bouquin, mais le bouquin est pas du tout intéressant. Oui. Hein ? Mais même, on parlait des éditeurs, je crois qu'un des pires livres que j'ai lus, c'était celui de Françoise Vernier, qui, Dieu sait, a été une grande éditrice. Et son livre était vraiment très, très ennuyeux. Très ennuyeux. Alors après, ça, c'est subjectif, encore une fois. Il y a des gens qui peuvent s'y retrouver, il y a des gens qui peuvent alors aimer. Je pense que les gens du milieu s'y sont retrouvés, les auteurs qu'elle a accompagnés, sans doute. Alors, moi, je trouve votre histoire incroyable, parce qu'au travers, évidemment, de l'expertise que vous avez et de cette thérapeute en écoute profonde que vous êtes, il y a une revanche sur la vie qui est quand même... Non, mais c'est extraordinaire. Je suis convaincu que si ceux qui... vous ont accompagné dans votre enfance ou adolescence, avez pu voir ce que précisément vous êtes devenu aujourd'hui, personne ne l'aurait imaginé. Sans doute pas, parce que j'ai été très rapidement cataloguée. Je pense qu'adolescente, j'avais ce petit côté où j'aurais bien aimé retourner voir ceux qui m'avaient catalogué rapidement. Parce qu'on dit de vous que vous êtes nul en orthographe. Voilà, je suis dysorthographique. Dysorthographique. Vous êtes nul en maths. Alors, nul en maths, absolument. Voilà. Là, vous êtes plus une littéraire, mais une mauvaise littéraire, alors, pour le coup. Alors, je suis pas une mauvaise littéraire, mais effectivement, l'orthographe et moi, ça a été longtemps un grand désamour, on va dire. Irrécupérable en langue étrangère. Oui. Donc la condamnation du collège. Incroyable. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que non seulement c'est une belle revanche, et c'est aussi un magnifique témoignage d'espoir pour ceux qui, s'il y a des jeunes générations qui regardent, et voilà où vous pouvez arriver dans quelques années. Je le souhaite, effectivement. Comment vous surmontez ça ? Parce que souvent la plupart des gens, vous avez quitté la France pour aller ensuite aux États-Unis, mais la plupart des gens auraient été traumatisés par ce constat. Alors, il y a eu plusieurs choses. C'est que j'ai toujours continué à écrire et j'ai commencé à écrire très, très
petite, je crois qu'à partir du moment où j'ai appris à écrire à l'école, j'ai commencé à écrire dans des petits carnets. Et j'ai eu la chance d'avoir une orthophoniste à l'époque, déjà parce que, avec l'âge que j'ai, on ne détectait pas nécessairement les dyslexiques et les dysorthographies. Donc j'ai eu la chance d'être détectée, ce qui était déjà beaucoup. Et cette orthophoniste m'a poussée à écrire. Elle m'a dit, ça m'est égal si tu fais une faute à chaque mot, écris. Raconte des histoires, écrit, etc. Donc ça m'a donné une autorisation que je n'avais pas à l'école, évidemment. Et du coup, j'ai toujours écrit de mon côté, même si à l'école, on considérait que j'étais très mauvaise en tout, moyenne en tout, pas très intéressante. Ouais. Et vous parlez d'un refuge quand vous parlez de l'écriture. Oui, ça a été un refuge avec la lecture. Les deux Mmh. sont allés de pair pour moi, Ouais. et je plongeais dans les livres qui étaient mes meilleurs amis à l'époque. Ouais. Alors, j'ai grandi aussi, et les quinquas et les quadras vont peut-être se retrouver là-dedans. J'ai grandi avec un truc avec lequel on m'a sriné pendant toute mon enfance et mon adolescence, c'est lis, 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 et tu verras que l'orthographe suivra derrière. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors oui et non. Oui, dans une certaine mesure, parce que le fait de lire beaucoup fait qu'on imprime un certain nombre de choses. Quand on est dyslexique et dysorthographique, en fait, on ne fixe pas l'orthographe des mots. Alors, il y a certains mots, c'est des doublements de consonnes, un NT, ENT, etc. Et donc là, vous pouvez y aller au marteau-piqueur. C'est ça rentre pas. En fait, tout ce qui ne fait pas sens pour un dyslexique ne peut pas être intégré. Donc, vous pouvez y aller par tous les moyens. Et alors, j'ai beaucoup travaillé dans la formation, et quand je forme encore aujourd'hui et que je parle de dyslexie, tout d'un coup, je vois des yeux s'allumer en disant « Ah, mais en fait, vous me parlez de moi, là ?» Oui. Parce que, et c'est vrai qu'on a des cerveaux qui fonctionnent différemment. On a une pensée qui est beaucoup plus arborescente. Donc, dans un milieu scolaire très cadré, c'est très compliqué. C'est peut-être pour ça. D'où l'intérêt d'être détecté. Exactement. Ça me paraît essentiel. À 16 ans, vous partez aux États-Unis. Oui. Pour 6 mois. Alors, joli cursus quand même. Eh bien, écoutez, oui. Alors, pour moi, partir à 16 ans, c'était comment dire, une façon de vous échapper un peu, de me sauver de beaucoup de choses. Oui. J'étais mal pour plein de raisons à ce moment-là. Donc, ça a été un échappatoire, en sachant que j'étais absolument pas poussée par ma famille, qui parlait pas un mot d'anglais, et mes parents m'ont regardé un peu comme une extraterrestre. Mais bon, je suis partie, et j'ai eu la chance de rencontrer ma famille de cœur là-bas. Et il se trouve que Eliot écrivait lui-même, donc mon père américain, et qui m'a beaucoup poussée à écrire aussi. Donc ça a été pour moi une espèce de porte ouverte supplémentaire. Comme quoi, sur les possibles. Il a eu une patience infinie de m'écouter essayer désespérément de traduire mes poèmes de l'époque. Et oui, ça a été une grande rencontre. J'allais vous demander à 16 ans, quel est le style littéraire ? On est sur les poèmes ? Alors, je suis beaucoup sur les poèmes. Je tiens bien sûr un journal. Et puis, je rencontre aussi la littérature française, puisque c'était mon année de première, les 6 premiers mois de mon année de première. Et figurez-vous que j'étais à Princeton et que j'ai été lire Proust, puisqu'il y avait des cours de maîtrise à l'époque en français, et qu'il lisait Proust. Donc, j'ai lu Proust à 16 ans. Il faut pouvoir. Oui, alors je pense que je n'aurais jamais lu Proust autrement. Parce que moi, j'ai vu quelques passages des livres de Proust avec ces phrases interminables. C'est ça. Qui sont quand même... c'est fastidieux quand même de lire Proust. C'est très fastidieux, mais comme j'étais en complet décalage, du coup, ça me raccrochait à ma culture française. Et finalement, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Bon, les États-Unis, au lieu de rester 6 mois, vous allez rester plus longtemps. Alors, je reviens quand même en France passer mon bac, ce qui était le deal avec mes parents. Mais effectivement, à peine rentré en France, j'ai dit à mes parents, c'est parfait, je passe mon bac et je repars là-bas. Bon, maîtrise d'anglais ? Alors, je pars dans une université qui était assez particulière, puisqu'on n'avait pas d'examen et pas de notes. On travaillait sur la base de projets personnels. Et moi, ça a été l'autorisation formidable de dire tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Le slogan de l'université, c'était « To know is not enough ». Donc savoir n'est pas assez. Et là, ça a été, pour moi, l'exploration de tout ce qui m'intéressait, de tout ce qui me passionnait. Et j'ai découvert que ce qu'ils appelaient le creative writing à l'époque, donc l'écriture créative, à l'époque, les ateliers d'écriture n'existaient même pas en France, ça prenait.
Et là, ça a été formidable parce que j'ai travaillé avec des écrivains, j'ai travaillé avec Alex Baldwin, j'ai travaillé avec Ando Salke, avec des personnes qui m'ont à la fois appris des règles, hein, des méthodes, et puis tout en me disant le talent ne s'apprend pas, ça se travaille, et tout en me disant c'est à toi de trouver ta propre voix et ta propre écriture. Est-ce que comme dans la musique ou dans d'autres arts, il y a de l'inné dans l'écriture? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a... on a chacun sa propre voix. Donc il y a des facilités entre guillemets. C'est-à-dire qu'écrire n'a jamais été un problème pour moi parce que j'ai toujours beaucoup écrit. Mais je pense que c'est accessible comme... ça ne veut pas dire qu'on sera un grand écrivain, mais ça veut dire qu'on peut y trouver à la fois une façon de s'exprimer et son propre style. Ça, j'en suis convaincue. Ça veut dire que les gens que vous accompagnez, il ne vous est jamais arrivé de dire l'écriture, c'est pas pour toi? Non, il m'est arrivé de me dire on part de loin, et est-ce qu'on va y arriver? Et en même temps, j'ai une confiance infinie dans les personnes que j'accompagne. Donc parfois, il y a un moment donné où on arrive et la personne lâche parce que elle a plus le courage. Et je trouve ça dommage, parce que parfois il manque pas grand-chose. Et puis parfois elle arrive au bout de ce qu'elle peut faire, et c'est ok parce qu'elle est arrivée quand même au bout du projet. Et pour moi, ce qui est très important, et ma promesse, c'est toujours de dire je ne lâche pas tant que le livre n'existe pas. Alors après... En auto-édition ou édité dans une maison, etc. Est-ce que vous faites les démarches pour que ces gens soient édités? Alors, je les accompagne dans les démarches. C'est-à-dire que vraiment, on fait toutes les étapes. On prépare le courrier ensemble, la quatrième de couverture, l'argumentaire. On regarde ensemble quels vont être les éditeurs les plus appropriés. Mais du coup, une maison d'édition qui voit arriver un ouvrage, j'allais dire préconçu par Françoise Pélissier, c'est un gage de qualité pour le coup. Oui, alors je ne suis pas nécessairement connue dans le milieu de l'édition, même si mon nom peut circuler, parce que j'ai un certain nombre d'auteurs qui mettent mon nom maintenant dans les remerciements. Mais oui, en tout cas, ça se voit quand un livre a été travaillé, quand un livre arrive comme abouti. Là, j'ai encore une personne que j'ai accompagnée qui m'a envoyé la réponse d'un éditeur qui était négative, mais qui dit « on voit que votre livre a été travaillé ». Qu'il est abouti et que nous, on est une petite maison d'édition, on n'aura pas les moyens de l'éditer, mais le livre est arrivé au bout. Il y a en France parfois, et notamment dans l'univers de l'édition, enfin dans l'univers des livres, un certain snobisme qui consiste à dire que, évidemment, si vous n'avez pas une écriture avec des tournures de phrases un peu pompeuses, un peu avec un français extrêmement élaboré, c'est pas nécessairement c'est un manque de qualité. Et pourtant, les plus grands auteurs français écrivent de manière extrêmement simple, et sont souvent d'ailleurs très critiqués. Ceux qui vendent le plus de livres écrivent d'une manière très très simple, et presque du langage courant qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Est-ce que écrire d'une manière un peu pompeuse, très poétique même parfois, c'est un gage de qualité incontournable? Pour moi, non. Pour moi, non, et j'aurais presque tendance à dire c'est l'inverse. Alors il peut y avoir, on peut avoir un style, et quand c'est d'une justesse et d'une poésie, un Christian Bobin, voilà, vous avez des phrases où chaque mot tombe juste, ou peu importe la longueur de la phrase, chaque mot est ciselé. Mais c'est un art auquel peu accèdent. C'est vrai. Et tant mieux. Parce que c'est la marque de fabrique de certains, et c'est important qu'ils la gardent. Mais pour beaucoup, et aujourd'hui, on parlait du fait qu'on lit beaucoup moins, ou en tout cas que le livre a peut-être moins d'avenir, c'est vrai que les livres trop compliqués, avec une langue trop complexe, arrêtent beaucoup de personnes. Bon an, mal an, en tout cas, c'est vrai que ça correspond à une période. Et pour moi, écrire avec des phrases qui ne sont pas forcément compliquées, mais qui sonnent justes, où
chaque mot est à sa place, où chaque virgule est à sa place, est très important. Et je fais beaucoup travailler mes auteurs sur la fin, c'est-à-dire que je ne lâche rien sur le style de la fin. Et certains de mes auteurs, y compris certains qui ont été primés, ou certaines, je devrais dire, je pense à une jeune auteure qui est chez Gallimard, on travaille énormément ces livres et chaque mot, chaque phrase est travaillée. Mais il y a quand même une mentalité un peu de snobisme en France qui consiste à dire que... Moi, je prends par exemple un grand auteur, que je trouve un grand auteur, qui est un des auteurs français qui vend le plus. Vous prenez Marc Lévy, par exemple. Fait sans doute partie de ces gens qu'on critique Tout à fait. très facilement en disant « Oh là là, Marc Lévy, c'est de l'écriture de ceci ou de cela », pour pas être désobligeant. Alors que, voilà, il impacte beaucoup de gens et beaucoup de gens adorent l'écrire puisqu'il vend. C'est ça. Et puis, il sait raconter des histoires. C'est-à-dire que pour moi, il y a une différence entre avoir un style magnifique, très bien, mais pas forcément quelque chose qui est du fond, et quelqu'un qui sait travailler sur ses personnages, qui sait raconter une histoire, qui sait emmener, et donc peut-être que le style pourrait être plus travaillé, peu importe. Absolument. Il y a sans doute dans ceux que vous accompagnez cette dualité qu'il peut y avoir entre ce désir de vouloir écrire et ce syndrome de l'imposteur en se disant « Qu'est-ce que je vais raconter dans ma vie ?» Alors que j'ai envie de raconter des choses, mais par où je commence, comment je structure, qui ça va intéresser, quel est le but ? Est-ce qu'on doit répondre déjà à toutes ces questions avant de se lancer dans l'écriture ? Oui et non, parce que souvent on y répond au fur et à mesure. Alors, le syndrome de l'imposteur, ça, oui, ça arrive très souvent et c'est quelque chose qu'on travaille au départ. C'est-à-dire, souvent, les personnes me disent « mais j'ai rien à raconter » ou « c'est pas très intéressant ». Et pourtant, je sens que c'est tellement important que je raconte, mais c'est assez rare. Souvent, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, soit un accident de la vie, soit quelque chose d'assez prégnant, soit, je me souviens d'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Josette Khalifa. Josette est arrivée en me disant, moi, on m'a dit que j'étais pas auteur. Et Josette, je lui ai dit, on peut le devenir. Et Josette, du haut de ses 1m40, elle me racontait que tout ce qui lui était arrivé, c'était de la faute de sa petite taille. Et donc, elle me dit, voilà, j'ai une vie terrible à cause de ça, etc. Et moi, j'entendais autre chose. Et jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'il y avait derrière, j'ai pas lâché. Et c'est vrai qu'au début, l'écriture de Josette, c'était une écriture qui était... Il n'y avait pas forcément de choses très intéressantes. Et puis, à un moment donné, il y a eu vraiment une bascule. Et à ce moment-là, voilà, on a tenu le livre, qui est aujourd'hui devenu une conférence spectacle qu'elle fait sur scène. Donc voilà, c'est comme si ça lui donnait une nouvelle existence et surtout qu'elle prenait conscience de toute la profondeur et de la qualité de ce qu'elle portait en elle. Certains, en vous écoutant, pourraient se dire, attention, lorsque vous accompagnez, en tout cas ceux qui ont le désir d'écrire un livre, comme vous allez chercher au fond d'eux, au plus profond de leur âme, ce qu'ils ont à dire et à coucher sur le papier, vous pourriez influencer la nature du livre qui était, à l'origine, sans doute un autre projet. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Je ne pense pas l'influencer. Je pense juste proposer à la personne d'aller vraiment chercher quel est le livre qu'elle porte. Et c'est pour ça que je fais la différence entre les livres qu'on fabrique et les livres qu'on porte. Et souvent, en tout cas, le premier livre sur lequel on va travailler, c'est le livre que la personne porte vraiment en elle et comment il a besoin d'être transformé. Après, oui, ça peut bousculer un petit peu des personnes, mais je pars toujours du projet de la personne et là où elle veut aller. Après, ça peut évoluer au fur et à mesure. Mettons-nous dans la situation de quelqu'un qui vient vous voir et qui a envie d'écrire. On se retrouve face à face et je vous dis, voilà, je veux écrire. Je voudrais écrire un livre. Par quoi on commence ? Oui. Quels sont les objectifs ? Parce que c'est long. C'est long, et je le cache pas. Et ça veut dire qu'une fois qu'elle a commencé, vous allez nous dire comment on procède, mais une fois qu'elle a commencé à écrire les premières pages, vous contrôlez ces pages à chaque fois ? Au fur et à mesure du livre, oui. Vous relisez ce qui a été fait à chaque fois ? Tout à fait. Ok. Donc, premier entretien, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on se découvre.
C'est-à-dire que vraiment, moi, j'apprends à vous connaître et puis j'explique aussi comment je travaille et ce que je fais pour que la personne soit d'accord ou pas de rentrer dans ce processus. Et je propose toujours qu'on fasse 2-3 séances test parce que en général, au bout de 2-3 séances, soit ça fonctionne, soit on m'explique à quel point j'ai rien compris et que je suis très très mauvaise. Et c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Et les séances test, c'est quoi? C'est un échange ou donc c'est déjà des séances une qui écriture? durent 2 heures. Voilà, ce sont des On séances écrit de quand 2 même. heures. Alors, on n'écrit pas pendant les séances, Ok. rarement, mais par contre, je propose qu'elles soient enregistrées, que la personne puisse les enregistrer. Et là, vraiment, c'est plus un échange et une discussion. D'accord. Donc, j'apprends à connaître qui vous êtes. À partir de là, pourquoi vous voulez écrire ce livre? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Qu'est-ce qui est important pour vous? Tout le monde vous dit qu'il veut faire un best-seller? Très souvent. Ah oui, quand même. Très souvent, oui. Ou en Personne tout cas, ne vous dit je fais un livre pour que ça reste et que mes enfants sachent. Si, il y a des personnes qui viennent d'abord pour ça. Oui. Et qui se rendent compte que ça peut avoir une portée beaucoup plus importante. Ou des personnes qui me disent les histoires que je porte, j'ai besoin de les raconter. C'est un peu comme un hommage, je pense à quelqu'un qui avait été que j'avais rencontré à Maison Blanche, qui était l'hôpital psychiatrique, et qui me disait je porte toutes ces histoires de patients que j'ai pu accompagner, et je peux pas partir à la retraite si j'ai pas raconté ces histoires. Un peu comme un hommage à toutes ces personnes. Et en fait, dans ce livre, il a raconté 40 ans de psychiatrie. Donc c'était pas nécessairement son histoire à lui, mais c'était en même temps tout son parcours dans la psychiatrie, qu'il a fait en auto-édition, mais qui a eu un écho très important, parce qu'il était quand même très connu dans le milieu, et qui aujourd'hui m'a recontacté il y a peu pour me dire j'ai continué à écrire, cette fois-ci plus pour moi. Et lui, il revient de loin? Dans l'écriture, hein. Alors en écriture, c'est quelqu'un qui me disait... alors c'était d'abord quelqu'un de l'oralité, donc il me les a racontées, je les connaissais toutes par cœur, ces histoires. Il me les a beaucoup racontées, et il me disait mais j'ai l'impression de faire une rédaction de bon élève. Exact. Ça fait une dissertation, on dirait. Voilà, une espèce de dissertation. Exact. Et donc dans un premier temps, je lui dis c'est pas grave, parce qu'on va partir de là. Et après, on a retravaillé chacune de ces histoires pour qu'elles sonnent justes. Et puis je lui faisais des propositions. Et puis parfois il me disait oui, ça c'est super. Puis d'autres fois il me disait non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas comme ça que moi je vais l'écrire. Et je lui dis ok, alors maintenant on va trouver quelle est la formulation la plus juste pour vous. Et donc on va affiner ensemble. Mais dans un premier temps, pour moi, c'est vraiment le travail de la matière. C'est-à-dire on va poser la matière sur le papier. Et poser la matière sur le papier, ça peut être dans cet échange, la personne repart avec ce qui s'est dit et va l'écrire. Parfois juste une forme de transcription de ce qui s'est dit en l'améliorant. Parfois parce que ça ouvre des portes et que tout d'un coup elle sait par où elle va le prendre. Et puis à d'autres moments, il y a déjà des choses qui ont été écrites. Alors elle essaye de reprendre et puis elle se dit oui, mais finalement j'en suis plus là aujourd'hui. Et je dis non, mais ça a servi de base. Et maintenant on va repartir de là pour dire ok, par quel bout on le prend. Dans tous ceux que vous avez accompagnés, toutes celles et ceux que vous avez accompagnés, quand on parle de thérapeute en écoute profonde, pour le coup, on comprend qu'il y a une écoute, qu'il y a un échange, bien entendu, et qu'il y a sans doute des révélations, voire des transformations qu'il peut y avoir dans la vie des gens après avoir d'abord écrit ce qu'ils avaient sur le cœur, mais peut-être être allé chercher bien plus loin, grâce à vous, les mots MAUX qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'il y a eu ces transformations-là et ces changements de vie, voire des révélations de secrets de famille et de choses comme ça? Alors oui, il y a pu y avoir vraiment pour certaines personnes alors des révélations de secrets de famille. En tout cas, il se trouve aussi que je me passionne pour tout le transgénérationnel et je travaille aussi en constellation familiale. Donc il peut y avoir aussi, ça peut être une base à un moment donné qui peut permettre de comprendre pourquoi on tourne en rond et pourquoi on bloque et pourquoi la personne bloque à ce moment-là. Donc oui, il peut y avoir des choses qui, en tout cas, si elles ne se révèlent pas, elles s'éclairent d'une autre manière. Et si je reprends l'exemple de Josette, eh bien, derrière sa petite taille, il y avait vraiment une autre histoire, une histoire d'abus. Et quand elle me l'a dit entre deux phrases, comme ça, l'air de rien, je lui ai dit, voilà, là, on tient la vraie histoire, Josette, et maintenant, on part de là. Et ce qui est fantastique, c'est que son complexe majeur était donc sa petite taille, sauf qu'elle se retrouve sur scène derrière. Bien sûr. C'est ça qui est extraordinaire. Ah ce qu'elle n'aurait jamais fait, sans doute,
s'il n'y avait pas eu cette délivrance, sans doute, au travers de l'écriture, peut-être, non ? Alors, c'est déjà quelqu'un qui allait sur scène parce que c'est une chanteuse, elle était chanteuse de rue, donc, mais elle avait un peu fermé la porte de ce côté-là en disant ma carrière est finie. Et du coup, il y a Jean Sommer lui a écrit un spectacle à partir de ce livre et elle l'incarne magnifiquement, qui s'appelle Comment je suis devenue une géante. Donc oui, sans doute que ça c'est évident que s'il n'y avait pas eu ce livre, elle ne serait pas remontée sur scène et montée aujourd'hui telle qu'elle est pour ce One Woman Show. Pensez-vous qu'il puisse y avoir des gens qui ont chevillé au corps cette conviction qu'ils n'ont rien à raconter ? J'en doute. Parce que même les gens qui me disent non, j'ai rien d'intéressant à raconter, en fait, on a toujours beaucoup de choses à raconter. Ne serait-ce que pour ses enfants, ne serait-ce que pour ce qu'on a envie de transmettre derrière. Je suis d'accord. J'avais un week-end d'auteur ce week-end avec une personne avec qui j'ai commencé à travailler il y a peu de temps et qui me dit, pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, c'est de raconter pour mes petits-enfants. Et derrière j'ai pas grand-chose à raconter. Si, il y a beaucoup de choses. Parce que chaque vie, on a tous, on porte tous des choses en soi, vraiment une expérience de vie. Et cette expérience, elle est unique. Absolument. Et elle est extrêmement enrichissante. D'abord, pour soi, et ensuite peut-être pour les autres. Elle peut être inspirante pour les autres. Complètement. Inévitablement. Je fais une petite digression, mais il était une fois l'homme. Alors, ce dessin animé, il était une fois l'homme. Tout le monde a vu ça quand on était gamin, on regardait ce truc-là. Vous avez travaillé pour ce dessin animé-là ? Exactement. Alors, pas pour le dessin animé en tant que tel, mais dans ma première expérience d'auteur. Et ça va revenir sur l'idée d'écriture simple, entre guillemets. Eh bien, on m'a proposé d'écrire pour les enfants. Donc, j'ai d'abord fait de la traduction. Et il se trouve qu'on m'a proposé d'adapter cette série télévisée, donc ces dessins animés, au moment où ça ressortait en vidéo. Et donc, j'avais un livre par semaine à écrire, parce que ça sortait en kiosque à l'époque, c'était Hachette Fabrique qui faisait ça. Et donc, il y avait un livre pour l'équivalent d'une cassette qui représentait je crois qu'une semaine d'épisodes. Et donc j'avais un livre par semaine sur à peu près 1 an et demi. Mais ça existe encore, hein ? Bien sûr. Ça existe encore. Et moi, j'ai pris énormément de plaisir. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Ça a été, D'ailleurs, quel est votre style, à vous ? Qu'est-ce qui vous touche le plus dans l'écriture, dans le style d'écriture ? Alors, moi, j'aime... l'écriture pour enfants m'a vraiment appris mon métier d'auteur, c'est-à-dire à écrire simple, des choses qui peuvent être parfois très compliquées, et à aller à l'essentiel. Donc c'est vrai que je peux aimer lire des très belles phrases, mais je n'ai pas un style ni très littéraire dans le sens de grandes formulations. Par contre, je l'apprécie et je peux accompagner des auteurs qui sont très très littéraires. Mais c'est vrai que cette simplicité pour moi est importante, aller au cœur. C'est pour ça ce qu'on disait tout à l'heure, la simplicité dans les phrases, dans les tournures, dans les mots qui sont utilisés, c'est parfois beaucoup plus impactant que d'aller faire des ronrons, des phrases interminables à la Proust, même si, évidemment, ça reste voilà, mais Proust est Proust. Donc bien sûr, évidemment, il n'y a rien à dire. Non, c'est bien sûr passionnant. En 2007, donc, vous allez créer la société Lettres en Lien. Oui. Voilà. Et dans des domaines d'activité, alors il y a de la pédagogie, de la formation professionnelle, de l'accompagnement du changement, de la gestion de projet. Vous avez fait tout ça ? J'ai fait tout ça, tout à fait. Et à quel moment vous vous dites, je crois qu'il y a la période Covid aussi qui a été très déterminante pour vous, c'est là que vous switchez, que vous dites, voilà, il faut que je fasse ça pour accompagner ceux et celles qui ont besoin et ont envie d'écrire ? Alors, ça avait déjà commencé. Quand j'ai créé Lettres en Lien en 2007, mon projet initial était de créer un salon d'écriture, un lieu qui soit dédié à l'écriture. Donc, c'était déjà présent. Et
donc qui soit à la fois du coworking, un espace de salon littéraire, j'aime la convivialité, donc je voulais un salon de thé. Et il y avait déjà ce projet à la fois de formation et d'accompagnement des auteurs. Il se trouve que la crise de 2008 est passée par là, ça ne s'est pas fait comme je l'imaginais. Je suis retournée faire ce que j'avais fait de la formation professionnelle, ce qui m'a nourrie. Et donc toujours dans le domaine de l'écriture et de l'accompagnement, mais j'ai commencé quand même à accompagner des projets, notamment des projets d'entreprise, pour la RATP, pour la SNCF, sur des livres d'entreprise. C'est-à-dire vraiment récolter l'expérience, donc amener des professionnels à écrire sur leur expérience dans des livres qui étaient des livres internes. Donc pour la RATP, c'était vraiment sur un domaine très spécifique du bureau, ce qu'ils appelaient le bureau des méthodes, qui était le graphiquage des bus. Donc j'ai appris plein de choses. Et la SNCF, c'était sur le métier de dirigeant de proximité. Et à chaque fois, j'ai eu plusieurs personnes, j'avais 3-4 personnes, et qui me regardaient en disant « mais nous, on n'est pas auteurs, on n'est pas écrivains ». Et donc, ils étaient plus ou moins volontaires. Plus ou moins motivés. Alors, assez motivés dans l'ensemble, mais en me disant « voilà, nous, on ne sait pas écrire ». Enfin, vous voyez, vous imaginez les hommes de la RATP qui arrivaient en disant « nous, notre métier, c'est de gérer des équipes, de conduire des bus, mais pas d'écrire ». Et je leur ai dit « pourtant, c'est pas moi qui vais l'écrire, ce livre, c'est vous ». Et donc au début, j'ai fait le scribe. Donc j'ai vraiment pris en note et puis on affichait en même temps ce qui s'écrivait avec toutes mes fautes de frappe au passage. Et puis ils se sont emparés du projet. Et c'est eux qui ont raconté. Et cette aventure, que ce soit pour la RATP ou la SNCF, a été extrêmement importante. Chacun m'a dit à la fin, vous pouvez pas savoir à quel point c'est important pour nous de repartir avec ce livre-là. C'est sûr. C'est sûr, je dis souvent d'ailleurs à ceux qui sont en auto-édition ou qui viennent s'installer là, qui ont sorti même parfois un petit livret comme ça, mais c'est tellement une partie d'eux. Je leur dis que vous en vendiez 1 ou 100 000, peu importe, il est là, matériellement il existe, et je trouve que c'est un beau cadeau, un bel épanouissement. Quand vous accompagnez techniquement parlant dans ces fameux des week-ends d'auteurs et tous ces ateliers que vous proposez, ou ce one-to-one en individuel, est-ce que c'est la même technique que si on écrit, par exemple, pour une écriture pour les enfants, qu'un roman initiatique, qu'un livre autobiographique est-ce que c'est la même façon de procéder ? Alors, pour moi, il y a pas une bonne manière de procéder. Il y en a plusieurs. Et en fait, moi, mon travail, c'est de m'adapter à chaque personne. C'est-à-dire de trouver quelle est la manière qui va lui convenir pour lui permettre d'écrire. Donc, je peux pas dire que j'utilise une méthode en disant c'est toujours comme ça. Je sais que le processus d'écriture, il passe par plusieurs phases. Je sais que il y a une phase de rédaction et puis il y a une phase de relecture, de réécriture qui est plus ou moins longue et de mise en forme. Après, les étapes, elles peuvent bouger. Ce que je conseille toujours, par contre, peut-être dans les étapes, c'est toujours de commencer à poser la matière. Par souci, on va dire, d'économie de temps et d'énergie, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas la peine de réécrire au fur et à mesure ce qu'on est en train d'écrire en cherchant à le rendre parfait du premier coup. C'est d'abord écrire tout ce qu'on a besoin d'écrire et ensuite on repart de cette matière-là et on voit ce qui a besoin d'être travaillé. Vous savez qu'ici, on est sur la chaîne du bien-être et de la spiritualité et que parfois, on parle de transgénérationnel, on parle aussi de canalisation. Est-ce que certains, et on entend, entre l'écriture automatique, la canalisation, j'ai écrit ça, mais je ne sais pas d'où ça sort. Effectivement, je me suis complètement laissé, je me suis livré à la page blanche et il s'est passé ce qui se passe avec l'écriture telle que... Est-ce que ça aussi, c'est une technique d'écriture que vous préconisez aussi ? Ça peut être une technique d'écriture, tout à fait. Moi, j'invite beaucoup et je propose, notamment dans mes week-ends et dans mes ateliers, des temps d'écriture spontanée qui sont liés à un processus créatif qui s'appelle le life art, c'est-à-dire qu'on passe d'abord par le mouvement, la danse, le dessin et l'écriture, donc qui permet de ne pas être dans le mental. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on descende d'une écriture qui soit mentale et qui peut tourner en boucle à quelque chose qui soit beaucoup plus dans le corps et donc dans une ouverture peut-être à plus grand que soi, peut-être à autre chose, peu importe, ça peut arriver. De la même façon que ça peut arriver dans certaines séances que j'ai avec des personnes,
où je peux dire, attention, c'est plus moi qui parle. Attention, là, il y a quelque chose, ça me dit de vous... Vous ? Oui, ça m'arrive. Donc vous canalisez aussi des choses ? Vous percevez, vous ressentez ? En tout cas, je peux ressentir des choses et je peux ressentir que ça n'est pas... ça n'est plus moi. Ça n'est plus moi, il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre, soit quelqu'un qui s'invite, ça m'est arrivé une fois ou deux avec des personnes. Voilà. Donc je ne cherche pas du tout à le développer, il se trouve que c'est quand c'est présent, et je pense qu'on a tous ces aptitudes-là. Et c'est juste que quand on est parfois dans cette relation qui est une relation très intime parce qu'il y a vraiment une confiance qui s'installe et qui fait que il y a une ouverture qui est là et qui fait qu'à certains moments, et c'est pour ça que je conseille d'enregistrer les séances en disant mais il y a des choses que je vais vous dire en séance que je serais bien incapable de vous dire parce qu'on est présent. Et c'est pour ça que je parlais de la posture d'écoute profonde aussi, parce que la posture d'écoute profonde, c'est d'aller écouter ce qu'il y a dans le champ d'information, pas ce que la personne est en train de dire. C'est d'abord une technique qui a été développée pour des personnes en situation de handicap et privées de l'usage de la parole. Donc ça demande d'être vraiment dans une posture d'écoute beaucoup plus profonde. Et à cet endroit-là, oui, il y a des choses qui peuvent se dire. Et cette canalisation, vous la ressentez, la personne qui vient écrire peut l'avoir aussi. Bien sûr. Et quand vous l'avez en même temps, waouh, c'est royal ou pas? Ça ouvre, ça ouvre des dimensions. C'est déjà arrivé? Alors, c'est déjà arrivé. Et puis, je pense que c'est des moments où les personnes me disent « Mais là, j'ai écrit ça d'un seul coup, ça a jailli. » Mais parce que c'était prêt. Et d'ailleurs, souvent, ce que je dis, il y a des auteurs que j'accompagne qui me disent « En ce moment, j'arrive pas à écrire » ou « Ça vient pas » ou y compris quand les personnes viennent en résidence, elles me disent là, en ce moment, là, voilà, ce matin, j'ai pas écrit. Je lui dis « Non, mais t'as été marcher. » Et en fait, c'est pas parce que t'es pas en train d'écrire que ça ne s'écrit pas. Et parfois, il faut ce cheminement, ce travail pour que ça puisse jaillir. L'écriture est thérapeutique. L'écriture est bien sûr thérapeutique, oui. Quand on parle d'exutoire et de libération, c'est le côté thérapeutique de l'écriture. Tout à fait. Après, il ne faut pas, pour moi, qu'elle reste juste sur le plan thérapeutique. C'est une étape, et c'est une étape importante, et c'est pour ça que je parle de transformation. C'est à un moment donné, une fois qu'on a posé ce qui était thérapeutique, c'est OK, qu'est-ce que j'en fais, et qu'est-ce que j'ai envie de partager? Il y a des choses qui ne vont m'appartenir qu'à moi et qui m'auront fait du bien, et puis il y a des choses qui méritent vraiment d'être partagées avec d'autres, parce que c'est là où l'expérience se situe. Est-ce que cet accompagnement thérapeutique que vous proposez, il doit se faire en parallèle de l'écriture, ou est-ce qu'on commence d'abord par un travail thérapeutique parce que l'émotion, parce que les choses sont suffisamment lourdes et compliquées qu'il faut déjà nettoyer un peu avant de se lancer dans la phase d'écriture? Souvent, c'est concomitant. Parfois, les gens viennent me voir d'abord comme thérapeute et viennent écrire après. Parfois, ils viennent écrire et ne savent pas du tout que je suis thérapeute. Ou alors, même si je le dis, c'est pas ça qu'ils viennent chercher au départ. Mais c'est vrai que quand le travail de fond, je peux soit proposer à un moment donné en disant là, ça serait peut-être bien qu'on fasse une séance d'écoute profonde, ou tiens, ça pourrait être intéressant de faire une constellation, parce qu'il y a quelque chose et on peut aller voir ce qui se passe. Et du coup, ça peut vraiment permettre de passer des caps. C'est là où je me rends compte à quel point ça peut chambouler. Hein. Parce que quand on produit beaucoup d'événements au travers des constellations, parce que c'est un sujet qui est extraordinaire, c'est un puissant fond, donc il y a tellement matière à... on se rend compte à quel point c'est très très fort. Mais si, à l'issue d'une constellation comme celle que vous proposez, ça ouvre des champs des possibles dans l'écriture, waouh! Oui. C'est fabuleux. Pour moi, c'est pour ça que pour moi tout est lié et le travail que je peux faire, que ce soit dans l'accompagnement, y compris dans un apport de bien-être quand la personne est trop fatiguée, voilà, ça peut être de lui faire une séance énergétique où je fais travailler aussi avec des diapasons thérapeutiques. Donc voilà, tout ça fait que, OK, c'est de quoi tu as besoin maintenant pour te donner l'élan pour passer à l'écriture. Et tout le monde a l'élan à un moment donné ? La grande majorité, en tout cas. La grande majorité, oui. Sinon, je vous dis, ça s'arrête très vite. Parce que les personnes qui n'ont pas envie de faire ce travail en profondeur ne viennent pas me voir. Là, c'est clair. Si elles veulent juste, même si je sais faire, de la structure, comment j'organise, etc., OK, on le fait en 2-3 séances et puis on s'arrête là. Il y a beaucoup aujourd'hui d'auteurs, et d'ailleurs des auteurs qui ont pignon sur rue et qui sont des très très grands auteurs, et on en voit partout sur les réseaux sociaux, qui proposent des masterclass ceci, des masterclass cela.
apprenez à écrire en 15 jours, en 48 heures. Voilà. Comment il faut prendre ça ? Écoutez, c'est bien, il faut de la place pour tout le monde. Voilà, ça c'est le politiquement correct. C'est le politiquement correct. Après, ça me fait sourire dans le sens où souvent je récupère des personnes qui sont passées par ce type d'approche, de choses où on leur a promis, je sais pas quoi, objectif manuscrit en 3 mois ou même en 1 an, qu'on leur a fait payer très cher, très souvent, et qui me disent, voilà, ça m'a juste montré que ce que ça m'a vraiment mis en difficulté pour écrire, ou soit j'ai écrit un truc mais personne n'en veut, ou soit elles sont détruites par un mot ou une phrase parce qu'on leur a dit mais ton truc est nul, ça vaut rien. Donc voilà, il y a tout ça, et souvent elles viennent me voir dans un deuxième temps. Vous essuyez les pots cassés. Donc je peux essuyer les pots cassés. Et puis moi, profondément, je dis, alors peut-être qu'avec l'IA, aujourd'hui, oui, on peut écrire un livre en 15 jours. Hein. Après, est-ce que c'est vraiment un livre qui vient de soi, avec du fond ? Toujours pareil. Ça dépend ce qu'on veut. Résidence d'auteur, les week-ends d'auteur, ça aussi. Alors, il paraît que vous faites des résidences d'auteur en bord de mer ? Oui. Où ça ? À Foura. Très exactement. C'est où ça ? C'est à côté de La Rochelle. Oh ouais, magnifique. En face du Fort Boyard. Magnifique. 1 semaine en immersion. Oui. 6 personnes maximum. Exactement. Waouh. Et là, c'est vraiment... Alors pour moi, c'est la manifestation de mon projet d'origine qui était ce salon d'écriture. C'est-à-dire vraiment proposer un espace où les personnes viennent en immersion. Alors le bord de mer, pour une raison très simple, c'est que d'abord j'aime beaucoup cette région et que c'est celle qui me réussit le mieux pour ma santé. Donc je joins l'utile à l'agréable, tant qu'à faire. Et puis c'est venu aussi de ce que me disaient mes auteurs, de dire j'ai un problème de temps et d'espace pour arriver à écrire. Donc j'ai commencé, à l'époque j'avais une maison de famille à l'île d'Oléron, à proposer ça à quelques auteurs à l'île d'Oléron, et puis ça a tellement bien pris que ça s'est développé, et que maintenant j'en fais entre 4 et 6 par an en moyenne. Et pour moi c'est vraiment un ensemble, c'est-à-dire c'est proposer un temps suspendu pendant 1 semaine, où on prend à la fois soin de soi en tant que personne. Je suis accompagnée par ma nièce qui est une jeune chef cuisinière, Manon Fouchard. Qui cuisine qui cuisine magnifiquement. C'est beau, c'est bon. Elle prend soin des personnes. Il y a eu vraiment un binôme qui s'est formé depuis plus de 2 ans maintenant, et c'est un bonheur de travailler avec elle. Et c'est vrai que tout ça, pour moi, et j'ai vu des personnes changer d'alimentation, de manière de faire au quotidien, parce que pour moi, c'est un ensemble. C'est vraiment de prendre conscience de si on fait pas attention à la manière dont on se nourrit, et intellectuellement et sur le plan de la nourriture, on peut pas travailler correctement. Quand on parle d'hygiène intellectuelle, ça passe aussi par là. Un sportif, c'est une hygiène physique, évidemment, pour arriver à ses performances. L'écriture, qui est aussi une performance quelque part, nécessite en amont qu'on en prenne soin. Exactement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc il y a ça, et puis les week-ends d'auteur à Paris. C'est ça, donc ça c'est la même chose mais en temps plus court, plus petit, et sans Manon. Mais c'est vrai que ce sont sur le temps d'un week-end toujours 6 personnes qui viennent partager leurs projets, et c'est un temps à la fois où ça permet à chacun de se dire voilà où j'en suis, puis ça me fait du bien. J'entendais encore hier une personne qui était présente et qui me disait, qui nous disait je ne vous aurais mais absolument jamais rencontré autrement dans ma vie, parce que ce que je fais n'a strictement rien à voir avec mon projet d'écriture, et c'est magnifique de rencontrer des femmes aussi diverses, et aussi il se trouve qu'on était 6 femmes, j'étais 6 femmes pour ce week-end, et de pouvoir partager et de pouvoir avancer sur les projets. Quelle est la personne qui vous a le plus bouleversé, que vous ayez pu accompagner, et quelle thématique a-t-elle abordé ? Oh là, il y en a beaucoup. Alors peut-être, si je me permets, je vais en donner 2 pour des raisons complètement différentes. La première, il s'agit de Geoffrine Donadieu, qui est une auteure connue et reconnue chez Gallimard. Geoffrine, je l'ai rencontrée, elle avait 25 ans, elle venait me voir pour complètement autre chose. Elle était dans une création d'entreprise, et je lui ai évité les erreurs qu'on fait à 25 ans quand on crée une entreprise. En tout cas, j'ai essayé. Et on a parlé d'écriture, et je l'ai poussée à écrire. Elle avait déjà écrit du théâtre à 4 mains, et je lui ai dit, mais il
il serait peut-être temps que tu écrives pour toi. Et donc, on a travaillé sur un premier roman qui n'a pas été édité, mais qui a été vraiment son roman d'apprentissage. Et après, et ben voilà, elle a écrit une histoire de France qui a eu la feuille d'or à Nancy, et puis ensuite Chienne et Louve qui a eu le prix de Flore. Elle a sorti son 3e roman à la rentrée, Aux Nuits à venir. Et pour moi, c'est un vrai talent. C'est-à-dire que là, moi, j'ai quelqu'un qui est à la fois d'une grande humilité. On travaille toujours énormément. C'est une grande bosseuse. Elle ne laisse rien passer. Et elle sait que moi non plus. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a un talent impressionnant. Et vous reconnaissez la structure que vous avez travaillé ensemble sur chacun de ces romans? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retravaille et on réinvente à chaque roman. C'est-à-dire que d'un roman à l'autre, oui, on repart vraiment de quelque chose de nouveau et on invente ensemble et elle vient me challenger. On se challenge toutes les deux pour avancer ensemble. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est Bénédicte Sanson qui a sorti son livre il y a un peu plus d'un mois, qui s'appelle L'inconcevable merci. Et Bénédicte, dans son livre, parle du deuil d'un enfant. Et elle est venue me voir, elle avait un manuscrit de 150 pages, elle était arrivée un petit peu au bout de ce qu'elle pouvait faire. Et c'est quelqu'un qui a eu donc un drame avec la perte de son fils. Et pour elle, ce livre était extrêmement important. J'ai été la challenger dans des endroits qui étaient très inconfortables pour elle. Donc il y a eu plusieurs fois où elle m'a dit... j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter parce que c'était vraiment pas agréable. Mais en même temps, je savais que c'était important. Et Bénédicte a une résidence où elle a quasiment terminé, même si on l'a retravaillé sur la forme après, son roman. Elle avait dit, Christophe Fauré, qui est un grand psychiatre qui l'a accompagné, lui avait dit croyez-moi sur parole, il y a une lumière au bout du tunnel. Et elle nous a dit à Foura un matin, je suis arrivée au bout du tunnel et je suis à cette lumière. Wow. Et aujourd'hui, elle porte magnifiquement ce livre. Et vraiment, ça a été une aventure très touchante de 3 ans. Et oui, c'est plus la même personne quand elle en parle aujourd'hui. Et effectivement, c'est une aventure qui ne se fait pas en 1 semaine ou en 3 mois. Hein. Non. On est bien d'accord. Cet accompagnement, on est bien d'accord. Il se fait sur la longueur parce qu'il faut... Voilà. Alors, juste pour terminer, parce qu'il y a une question que je me suis toujours demandé. Quand on se met sur l'ordinateur et qu'on commence à écrire, est-ce qu'on doit choisir? Parce que moi, je me suis dit, j'ai écrit 50 pages d'un livre que je voudrais... Voilà. Et je me demande toujours s'il faut qu'on l'écrive au diamètre d'un livre, ou est-ce qu'on l'écrit sur une page avec du Arial 12 ou des trucs, c'est purement technique, hein, mais cette question-là me prend la tête. Alors, quelle est votre réponse là-dessus? Alors, ma réponse est écrivez-le comme vous le souhaitez. Le format livre, c'est dans un deuxième temps. Et ça, c'est vraiment le travail qu'on fait après sur la mise en forme et sur le choix. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, elle a écrit que 150 pages. Voilà, on sait qu'en règle générale, un livre, c'est quoi? C'est 250, 300 pages? Oui, c'est ça, en moyenne. En moyenne, c'est ça. Donc, la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on calibre de telle sorte que ce soit dans les normes de ce que... Voilà. Et donc, techniquement, je me demandais... Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on en écrit beaucoup plus. Ouais. Pour ensuite, Bénédicte, on est passé de 150 pages à quelque chose comme 500 ou 600 pages. Puis on a réduit. Geoffrine, c'est systématiquement 600 pages au moins. Et on réduit pour que ça rentre dans un format de 400-450 pages. Et on sauvegarde à chaque fois. Hein. Et bien sûr, on sauvegarde toutes les versions. C'est important. Mon Dieu, c'est essentiel. C'est passionnant. Merci infiniment. Merci de nous révéler aussi. Merci de nous accompagner de l'encre à l'âme, accompagner la naissance des livres. Et c'est vrai que, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais quand on arrive à un certain âge avec des enfants, on se dit que même si on ne sera jamais un grand auteur, on a peut-être envie de laisser quelque chose. C'est important de laisser une trace. C'est important de laisser quelque chose, je trouve. Ouais. Et c'est pour ça que d'être bien accompagné, parce qu'il ne s'agit pas d'en faire un truc comme ça. On en voit ce que j'appelle les livres one again. Ouais. Voilà, c'est écrit comme ça, à la one again, et on se dit « Ah, j'ai écrit un livre ». Non, tu as écrit un truc. Voilà. Merci Françoise. Merci beaucoup à vous. Passionnant. Françoise Pélissier, vous allez évidemment entrer en contact avec Françoise si vous voulez plus d'informations. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens
qui vous permettront cela. Et puis, vous commentez comme d'habitude avec bienveillance. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous, à bientôt.